Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories où l'on va parler des déchets produits par les événements, ou plutôt comment éviter ces déchets en les valorisant, en leur donnant une seconde vie ou en leur rendant profitables pour d'autres. Comment on fait ? C'est la question que j'ai posée à deux fondateurs de start-up qui accompagnent aujourd'hui la transformation de la filière événementielle vers des événements à impact positif. J'accueille aujourd'hui avec plaisir Vincent Rimbaud, le fondateur de Muto, et Louis Delabarthe, le fondateur de Savor. Bonjour messieurs. Bonjour Agathe. Salut Agathe. Ravi de vous accueillir. Deux nouvelles startups, alors nouvelles, vous allez nous donner des dates, mais pas complètement nouvelles, mais qui vont accompagner cette transformation de notre secteur événementiel. Donc, j'aimerais que vous nous fassiez rapidement un petit pitch élévateur chacun pour savoir quelle est votre solution et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, à quel moment vous intervenez, qu'est-ce que vous faites ? On commence par toi, Louis. Ouais, donc Savor, c'est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire spécialisée pour les acteurs de l'événementiel. Le constat de départ, il est assez simple, c'est qu'en moyenne, sur chaque événement, on a un repas sur 10 qui part à la poubelle. Et de l'autre côté, on a un constat encore plus accablant, c'est qu'on a une personne sur 5 en France qui est en insécurité alimentaire. Donc, ces gens qui ne savent pas ce qu'ils auront dans leur assiette pour le prochain repas, et donc ils vont chercher de l'aide dans les banques alimentaires. Donc toute la mission, toute la raison d'être de Savor, c'est de résoudre cette espèce de paradoxe fou, en permettant aux acteurs de l'événementiel de faire don de leurs excédents à des assos caritatives, et ça en quelques clics et en toute sécurité. Voilà. Très bien, très clair. Il est très fort. Vincent, qu'est-ce qu'on fait Alors, côté de Muto Muto, donc nous, on traite la problématique des déchets de scénographie événementielle. Voilà, par le réemploi solidaire, on essaie de faire en sorte de créer une seconde vie pour tous ces éléments d'aménagement en fait, qui aujourd'hui sont malheureusement souvent à usage unique. Voilà. Et on le fait en solidaire, c'est-à-dire qu'on ne donne qu'à des projets qui sont engagés, ont un impact social ou environnemental. On pourrait y revenir un petit peu derrière. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'instaurer en fait, le principe pollueur-payeur. Ce sont les producteurs de déchets, donc les organisateurs d'événements, les donneurs d'ordre, les agences, les marques, qui du coup financent notre action dès le départ, ce qui nous permet nous, de donner à la fin les matériaux à des gens qui sont dans le besoin et qui généralement n'ont pas de budget pour ça. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on crée une boucle vertueuse. D'accord, donc on va rentrer dans le concret, parce que l'idée c'est effectivement de bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent comment vous allez pouvoir les aider et les accompagner. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Donc par exemple, Louis, est-ce que tu peux nous raconter comment est arrivée cette idée de Savor ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce concept ? Je pense qu'il y a eu deux déclics. Il y a d'abord eu un déclic sur le constat. Moi, j'avais fait l'école hôtelière, donc j'ai fait des stages dans les grands hôtels. J'ai arrondi mes fins de mois en faisant des extras en tant que maître d'hôtel, et j'ai beaucoup jeté. Surtout qu'à l'époque, je pense que la prise de conscience, elle était moins forte en tout cas qu'aujourd'hui. Donc, premier constat à l'école hôtelière. Ensuite, je pars à l'ESSEC faire un master en entrepreneuriat. Et dans le cadre de ce master, on part à San Francisco. Et là, on rencontre le ministre californien de l'écologie, qui nous explique un petit peu toutes les initiatives qui sont prises dans la Silicon Valley, qui associent écologie et technologie. Et il nous parle d'une boîte qui lutte contre le gaspillage alimentaire en utilisant la technologie. Et là, il y a une espèce de deuxième déclic qui s'opère. On se dit, c'est génial. Moi, je m'associe avec mon associé Éloi, qui est ingénieur tech. Et donc, on se dit, on va essayer d'utiliser la technologie pour régler, enfin, en tout cas, partiellement régler cette question du gaspillage alimentaire. On se lance en décembre 2019. 3 mois après, on est tous confinés. Donc voilà, il y a eu quelques péripéties entre-temps, mais en tout cas, voilà comment c'est né. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc, inspiration plutôt du côté des États-Unis pour apporter en fait, ce concept absolument. Et le rendre disponible aujourd'hui exactement, en avec France. Un constat qui a été fait bien chez nous, à Paris, dans l'événementiel. Qui est globalement, effectivement, et dès qui qu'on est, produit quelques événements, on a vu. Je pense qu'on a tous intérieurement et personnellement fait ce constat, de se dire c'est pas possible de jeter autant, mais bon, en même temps, comme il n'y avait pas de solution, que c'était compliqué, il y avait des histoires de chaîne du froid, enfin voilà, il y avait pas mal de freins. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous levez ces freins et on va en parler. Vincent, toi, tu viens de l'événementiel, du coup, et c'est peut-être ça qui t'a inspiré. Assez logiquement, effectivement, moi je bossais en agence, donc j'organisais pour tout un tas de marques des événements divers. Et en l'occurrence, souvent très immersif. C'était un petit peu notre parti pris. Donc, on recouvrait du sol au plafond les lieux qu'on emménageait pour nos clients. Ce qui était très sympa en termes d'expérience, évidemment. Mais après coup, on se rend compte quand même qu'on génère énormément de déchets parce qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont utilisées pour construire, fabriquer des stands, des fonds de scène, des desks, plein de choses. Et en l'occurrence, ces éléments-là coûtent cher. Ils sont utilisés très peu de temps. Ils finissent à la benne, donc enfouis ou incinérés. Aujourd'hui, c'est le flux déchets classique, puisqu'on n'a pas forcément le temps de traiter la matière
comme il faut en démontage pour pouvoir envoyer dans les bonnes filières. Et encore que les bonnes filières ne sont pas si bonnes que ça, on pourrait y revenir, mais le sujet du recyclage appliqué à l'événementiel est aujourd'hui un petit peu galvaudé. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour redonner vie à ces matériaux qui peuvent servir à tout un tas de gens. En l'occurrence, on voit l'émergence de Vinted sur les réemplois vêtements. Nous, on s'est dit qu'on pouvait faire une sorte de Vinted sur le matériau de seconde main événementiel. Voilà, en gros. Et on a cherché des solutions qui, à l'époque, n'existaient pas. Moi, j'aurais aimé avoir un Muto à l'époque. Je travaillais avec des associations locales, etc., mais c'était hyper complexe parce qu'on n'a pas le temps, parce que, évidemment, bosser avec des associations en direct, c'est pas évident. C'est pas forcément un milieu qui est hyper professionnalisé, qui est hyper réactif. Personne ne travaille de nuit, les démontages, ça se passe évidemment de nuit sur des parcs expo, etc. Donc, on s'est dit qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre en main, de façon clé en main, cette problématique des organisateurs d'événements, pour organiser en fait la régie réemploi dans le projet événementiel et que chacun gère sa partie. Et donc, c'est de là que le projet Muto est né. Il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, c'est ce qui a fait qu'un jour, j'ai pris mes claques et j'ai décidé de créer Muto avec mon ancien patron, en l'occurrence. Très bien, ok. Donc, ce qu'on comprend, hein, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est quand même, bien qu'on ait ce constat de se dire jeter du cocktail, c'est pas bien, jeter son décor, voire le faire recycler, mais c'est pas non plus l'idéal. On est tous conscients de ça. Après, on sait qu'aussi dans nos métiers, il y a des contraintes de planning, des contraintes logistiques, ça démonte la nuit. Comment on fait techniquement ? Parce que je pense qu'on a tous envie d'aller dans le bon sens, mais il y a cette difficulté à mettre en œuvre. Donc, on va se mettre dans un cas très concret. J'organise une conférence de presse de 300 personnes. J'ai créé forcément une scénographie pour personnaliser un peu mon espace. Alors, j'ai quand même fait de l'allocation au maximum, mais j'ai quand même un peu de déco. J'ai déjà une première brique qui n'est pas trop mal. C'est bien. Et en même temps, je vais avoir un cocktail déjeunatoire, je vais avoir des pauses, donc j'aurai très certainement des excédents. Donc, comment je fais ? À quel moment je vous appelle ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est pendant ? Comment on fait ? Vincent, comment on fait ? Alors, nous, c'est le plus tôt possible. Ok. Il n'y a pas de règle, hein, puisque ça dépend des événements, ça dépend de la complexité, de ce qu'on va récupérer et des lieux sur lesquels on intervient. Mais en l'occurrence, on essaie de refuser les projets qui interviennent, enfin les demandes qui interviennent à moins de 15 jours entre le moment où on se tape dans la main et le moment où l'événement se démonte. Ok. Et ce délai-là, on le rallonge à 30 jours quand il s'agit d'un projet qui n'est pas en Île-de-France, puisqu'on intervient partout en France. Mais en l'occurrence, on travaille avec les écosystèmes associatifs locaux. Et donc, il nous faut un peu plus de temps pour anticiper, faire en sorte de créer les bons flux logistiques, donc polluer moins, faire en sorte que logistiquement, ce soit le plus viable possible, que ça coûte le moins cher possible à notre client aussi. Parce qu'évidemment, faire transiter des smirmorques depuis et vers Paris, voilà, quand on est à Marseille ou je ne sais où, ça coûte très cher. Donc, le plus tôt possible, 15 jours, je dirais que c'est le minimum. Après, évidemment, si c'est quelque chose de très simple, ça peut se faire à 2 jours de l'événement, hein, c'est pas une problématique. Mais nous, on anticipe aussi beaucoup les dons de matériaux. Donc, à partir du moment où on fait notre inventaire, et c'est pour ça que je dis le plus tôt possible, on va être en mesure de signifier à tous nos bénéficiaires, ils sont 700 aujourd'hui, ils sont rassemblés sur une plateforme, sur une tech en l'occurrence, qui s'appelle Mutools, qui n'est pas publique, l'accès est restreint pour nos 700 bénéficiaires solidaires. Et ces gens-là, on va pouvoir leur proposer les choses avant même que l'événement soit intervenu, parce qu'on sait dire qu'on va récupérer 400 tasseaux, 200 panneaux, autant de mètres carrés de moquettes, etc. Et donc, ce temps d'anticipation en amont, il nous permet effectivement de fluidifier derrière les opérations de dons, etc., et de simplifier la logistique, de faire les meilleurs liens logistiques et donc d'avoir les bilans carbone les moins importants possibles, parce qu'il y a ça, on calcule à la fin aussi notre impact. Donc voilà, nous c'est le plus tôt possible, c'est pas une réponse, c'est un peu une réponse de Normand, mais voilà, et le plus tard étant à 15 jours. Voilà. D'accord, pour vous permettre d'anticiper. Bien sûr. En fait. Après, oui, peut-être que j'ai certains partenaires qui rigoleront en écoutant ça parce qu'ils savent qu'ils m'ont appelé la veille pour le lendemain et que je suis venu quand même avec le camion, les gars, qu'on était là, mais c'est pas ce qui. Enfin, voilà. Idéalement, c'est 15 jours. Après, on sait qu'on fait l'événementiel aussi, que voilà. Il y a des imprévus. Exactement. Voilà. Et donc, quand on dit on va t'appeler et qu'en fait c'est à 3 jours, bon, bah, parfois tu y vas parce que tu as les capacités de le faire et parce que tu as envie aussi de filer un coup de main et que tu connais la logique et les problématiques des organisateurs d'événements. Le gars qui te parle en agence, c'est pas du tout de sa faute si la demande d'intervention elle s'est validée à 48 heures. Donc tu peux essayer de filer un coup de main, mais voilà, ça complique un petit peu, on va dire. Oui. Et du coup, vous travaillez avec les agences, vous travaillez aussi avec les sociétés de déco, du coup, parce que c'est peut-être elles qui doivent vous remonter aussi ce qui va rester ou... En fait, on travaille particulièrement avec les agences, les bureaux de prod, donc le prestataire principal en fait, de l'annonceur. Donc généralement, il y a un intermédiaire. On est rarement en contact en direct avec l'annonceur, quoique de plus en plus, parce que souvent, on a travaillé avec une agence, l'annonceur a apprécié l'intervention de Muto, et c'est l'annonceur qui profite
du coup de tout ce qu'on raconte derrière comme belles histoires de réemploi grâce à l'intervention de Muto. Donc, ils finissent par dire à l'agence, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact en direct? Et puis ils sont porteurs de beaucoup de projets aussi en interne. Exactement. Donc maintenant, de plus en plus avec des annonceurs, mais c'est vrai que c'est plus simple de bosser avec une agence parce qu'au moment où on doit parler concret, c'est-à-dire déroulé d'intervention, planning logistique, inventaire de matériaux, on parle le même langage, c'est eux qui ont les infos. Donc ça se passe quand même généralement avec un prestataire, qui peut être un prestataire technique, un décorateur, un standiste, un menuisier, un installateur, peu importe. Mais le client final, c'est quand même celui qui génère du déchet, donc l'annonceur. Ok, donc j'appelle en amont, je liste un peu ce que je vais avoir potentiellement récupéré. Exactement. Et donc comme ça, vous mettez Première en place étape, la on se fait un logistique. inventaire, exactement. Le plus simple, c'est de bosser sur des refs 3D, des plans, des visuels. Voilà. Nous, on se dit, OK, bah, ça va nécessiter tant d'équipes au démontage, tant de volumétrie de camions avec telle longueur de plancher, parce qu'on récupère des bastings qui font 5 de long, donc du coup, on ne peut pas venir avec des 20 mètres cubes. Il y a un petit calcul qui se fait à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a une équipe de prod côté Muto qui prend la main, qui va poser toutes les questions techniques sur combien on a de quais de déchargement, à quel moment on peut intervenir, quand est-ce que Novelty descend la lumière. Voilà. Mais c'est de la gestion événementielle en fait, assez classique. Nous, on est juste une brique qui se rajoute et on essaie de simplifier le travail en fait, sur le terrain parce que en fait, on fait tous les gestes en plus pour que le démontage ne dure pas plus longtemps, mais que par contre, on préserve mieux les matériaux que ce qu'on fait habituellement sur un démontage. Sur un démontage, tu connais bien ça, on met des coups de pied dans les châssis, tout le monde est fatigué, les mecs qui sont là, il y en a la moitié qui ne parlent pas français, qui du coup se prennent pas la tête, on arrache les bâches, on met des coups de cutter dans le coton-gratte et on fait des grosses boules avec dedans du polyane, des vis, etc. Et on met tout ça dans des bêtes de 10 en vrac. Voilà. Donc nous, on fait en sorte, du coup, on démonte pas à la place du prestataire technique, qui est là avec son équipe, il y a 15 bonhommes qui bossent. Nous, on rajoute juste 2-3 bonhommes chez Muto qui font le tour, qui font les gestes en plus pour que ce soit bien fait, qui, au fil de l'eau, reconditionnent un minimum, plient les bâches, roulent les moquettes, etc., évacuent. Et ça se passe très bien en fait sur site parce que tous ces prestataires techniques qui nous accueillent sur les démontages, en fait, ils se demandent depuis des années pourquoi est-ce qu'on fout tout à la benne, etc. C'est con, et eux, ils sont vraiment ils ont les mains dans le cambouis. Et c'est eux qui, généralement, ont monté aussi le décor. Donc le menuisier, tu lui dis, bah, ton bois, on va le faire revivre pour une association, etc. Il est super content aussi de participer à l'effort, on va dire. Donc on est très bien accueillis sur site. Et surtout, bah, c'est bête, mais on fait les gestes qu'ils n'ont pas forcément envie ou le temps de faire. Et surtout, on leur évite d'avoir une grosse volumétrie de déchets à traiter. Oui. C'est-à-dire qu'ils repartent avec des camions à recharger. Exactement. Donc finalement, c'est intéressant pour eux aussi sur le terrain. Et dès qu'ils ont compris un petit peu le truc, et en général, on les briefe en amont, on leur envoie des guides aussi sur quels sont les gestes à faire en plus. Si Muto n'est pas là au moment où tu veux débiter ta cloison, etc., bah, c'est tout bête, hein, on met un coup de cutter sur la bâche, sur les extrémités du cadre, on récupère la bâche d'un côté qu'on roule propre et le châssis de l'autre côté. C'est pas des choses très complexes, hein, en l'occurrence. Et d'ailleurs, on bosse avec des gens qui sont très conscients de ce qu'on fait, qui peuvent le faire à notre place. Aucun problème. Moi, je mets à disposition des équipes du personnel de la logistique parce que j'offre un service clé en main, mais ceux qui peuvent faire ce qu'on fait bien, un démontage propre, on les laisse le faire sans problème. Voilà. Il y a en fait un petit côté pédagogie et nouvelles habitudes à prendre. Exactement. Et parfois, j'ai que mes chefs de projet qui sont sur le terrain et qui encadrent, voilà, qui donnent des directives, etc. Ça coûte moins cher au client, lui, il sait faire les choses proprement, tout le monde est content, quoi. Voilà. Donc, il y a très bien. Très adaptable, on va dire. Ok, donc j'ai noté, on s'est contacté avant. Ouais. Louis, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a un cocktail de 300 personnes. Alors nous aussi. Comment on anticipe? La prestation, effectivement, est vendue en amont, soit directement par le traiteur, soit par l'agence. Ça paraît un peu moins intuitif de vendre une prestation anti-gaspi alimentaire en amont, parce que là où le gaspillage de Vincent, il est certain, enfin l'excédent de matière, il est certain, nous, l'excédent de nourriture, il est pas certain non plus. Donc, ce qu'il faut faire comprendre à nos clients, c'est que nous, on intervient presque comme un label qui vient garantir que gaspillage ou pas gaspillage, l'événement est labellisé et garanti zéro gaspille. Donc, il y a déjà cette première démarche à faire comprendre aux clients et également faire comprendre que, en fait, c'est pas tellement la responsabilité du traiteur s'il y a du gaspillage, c'est qu'en fait, Bon, il y a des facteurs exogènes, comme une grève, des gilets jaunes, on a bien connu ça, une menace à attentat, etc., qui génèrent du no-show, et donc qui génèrent des éventuels excédents. Et en plus, on a remarqué que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que le tempérament des convives a un petit peu changé, il est de plus en plus à peur, et en fait, un convive qui a dit oui ne viendra pas forcément, et qu'en fait, on constate de plus en plus de no-show de ce point de vue-là, et donc tout ça génère évidemment du gaspillage. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 200 couverts, on considère que c'est vraiment pertinent qu'on intervienne. En dessous de ça, c'est du gaspillage qui peut être géré, c'est de l'excédent qui peut être géré et redistribué aux clients, aux maîtres d'hôtel, etc. À partir de 200 couverts, on considère que c'est vraiment pertinent de faire appel à nous, parce qu'il y a presque intrinsèquement du gaspillage. D'accord, ok. Du coup, Vincent nous disait que vous essayez d'intervenir hors Paris
Pour le moment, vous, c'est ce que vous faites aussi? Oui, alors nous, quand même, on fait 80%, je dirais, de notre activité à Paris, France métropolitaine, et Belgique et Suisse depuis la rentrée. Donc voilà. D'accord. Et on opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, voilà. Nickel. Est-ce qu'il y a une taille minimum en termes de décor? Non, après, c'est vrai que si tu me dis de venir pour un stand de 9 mètres carrés où en fait je récupère que de la moquette, est-ce que c'est pertinent de faire venir un chauffeur, un mec, un camion pour rouler 9 mètres carrés de moquette, te faire un trajet? C'est-à-dire qu'on va peut-être te désinciter parce que l'opération, en fait, en termes de bilan carbone et en termes de logique, elle n'est pas intéressante. Oui. Même si toi, tu as le fric disponible parce que ton client t'a dit qu'il faut absolument qu'on recycle tout le truc, ce qu'on va te conseiller, c'est plutôt de stocker temporairement les matériaux en question chez ton prestataire, chez ton standiste. Si c'est des petits volumes, c'est gérable. Et à partir du moment où tu as suffisamment de volume pour que ce soit intéressant qu'on vienne en une seule fois récupérer plusieurs éléments qui auraient été massifiés, stockés en attendant que l'intervention de Muto, on va te pousser vers ça. Mais nous, techniquement, si c'est pas complètement déconnant écologiquement, on te dit oui, c'est juste que ton équation économique aussi, c'est tout bête, mais tu déclenches un projet. Donc moi, je vais te vendre un peu de gestion de projet, un mec qui va bien, le camion, un peu de stockage en attendant qu'on trouve le preneur, etc. Et donc tout ça va faire que c'est pas forcément pertinent pour des très petits volumes. Oui. Mais c'est plutôt à toi de prendre ta décision par rapport au devis qu'on va te faire en soi. Moi, je ne vais pas forcément les inciter, sauf s'il y a un truc qu'on trouve vraiment écologiquement incohérent. Ok. Ouais. Donc, sans langue de bois, hein, on est d'accord que les prestations que vous proposez sont payantes. Il y a des devis, bien évidemment, hein, puisque derrière, on le comprend à travers ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a du personnel, il y a de la logistique, il y a des solutions technologiques. Donc, voilà, tout ça a un coût, forcément. Si je décide de me dire que oui, ça vaut le coup, donc je vous ai interrogé, j'ai reçu mes devis. C'est quoi les bénéfices, en fait, pour moi, en tant qu'organisateur d'événements, que je vais trouver à aller travailler avec vous et à investir, en fait, dans cette gestion des excédents alimentaires, par exemple? Je pense qu'il y a, on l'oublie souvent, mais je pense qu'il y a d'abord un bénéfice moral. C'est satisfaisant de ne pas gaspiller, de faire profiter des matières premières alimentaires ou du mobilier à des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est le premier bénéfice, je pense. Il y a un bénéfice commercial évident, c'est-à-dire que pour être capable d'aligner notamment les fameux engagements de la norme ISO 20121 avec des actions concrètes, ça permet aussi de répondre à des appels d'offres. Je parlais des JO un petit peu plus tôt. Voilà, aujourd'hui, tous les organisateurs d'événements demandent une solution anti-gaspi ou de récupération de mobilier. Donc commercialement, c'est une vraie force, je pense. En termes de communication, en termes d'image, nous, on sait très bien qu'on vit dans un monde d'images et qu'aujourd'hui, nos clients ont besoin de récupérer de la data sur ce qui a été donné, dans quel volume, le gain carbone qui a été généré, l'association à laquelle ça a profité, etc. De façon à, encore une fois, pouvoir communiquer sur leur engagement et sur leur impact sur la société. Et nous, en plus de ça, on a un gain fiscal, on a un intérêt fiscal, puisque 60% du coût de la solution Saver est défiscalisable. Est défiscalisable. Donc c'est quand même un élément supplémentaire intéressant, quoi. Ok, donc là on a quelques bénéfices intéressants. Vincent, quels sont les bénéfices pour vous, les organisateurs qui font appel à la solution Muto? Le premier bénéfice, il est écologique. Alors, il va avec le bénéfice moral, c'est-à-dire qu'on est content de se dire qu'on ne gâche pas et qu'on ne génère pas un certain volume de déchets. Il est très important, en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais c'est vrai que le réemploi versus la situation de référence qui est on jette dans des bennes de DIB, dans des flux de déchets qui vont ensuite être enfouis ou incinérés, il est assez énorme. On économise en fait d'un côté sur le coût écologique du déchet qui n'est pas produit, et de l'autre côté sur le coût écologique de la matière neuve qui n'est pas achetée en remplacement. En fait, un double effet de levier qu'on calcule nous via une calculette carbone qu'on a montée pour l'activité de Muto, dédiée au réemploi solidaire, avec un partenaire qui s'appelle Samy, que je salue au passage, et grâce à des méthodologies de l'ADEME et d'autres bases de données pour le coup payantes qui sont venues compléter sur les facteurs d'émission, etc. Donc le bénéfice écologique, il est évident. Le bénéfice social, nous, c'est le deuxième qu'on veut mettre en avant. Je vous disais tout à l'heure, on sélectionne de façon assez drastique les bénéficiaires de nos matériaux gratuits, parce qu'on pense que c'est un vrai choix politique, c'est-à-dire que si tu donnes à X, tu ne donnes pas à Y. Donc il faut qu'on donne à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'on va leur poser un certain nombre de questions au moment où ils veulent effectivement récupérer de la matière, savoir s'ils ont un engagement social, environnemental, culturel, s'ils font un travail pour la biodiversité, la parité homme-femme, etc. On leur pose plein de questions. Et en fait, ces questions, ces réponses sont pondérées et leur donnent un score qui leur permet ou pas d'accéder à la matériothèque. Et donc nous, on est sûr qu'on peut derrière raconter des super belles histoires et aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui n'ont vraiment pas de budget et qui ont vraiment besoin de nous pour développer leur projet de réemploi. Voilà, donc ça, c'est le deuxième enjeu, il est social, et c'est ça que viennent chercher beaucoup nos clients. C'est qu'ils sont contents de se dire que
les externalités négatives produites par leur événement sont compensées, je déteste ce terme, mais là en l'occurrence il est assez explicatif, ils peuvent compenser entre guillemets les externalités négatives produites par leur événement par des externalités positives qui ne seraient pas, puisque tous ces projets-là en fait, de réemploi ne seraient pas sortis de sol sans tous ces projets de stands, de conventions. Bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est le deuxième avantage évident. Et puis effectivement, commercialement, même si ça coûte de l'argent, et ça coûte plus cher que de la benne, faire appel à Muto, puisqu'évidemment, il y a toute une équipe qui travaille derrière pour trouver des exutoires, pour faire des bilans carbone, pour te raconter aussi les histoires. Moi, j'ai une équipe dédiée qui fait que de la com, tu vois, donc tous ces gens-là, il faut bien effectivement les payer à un moment donné, en plus de la brique logistique. Mais si tu as la solution Muto à proposer dans le cadre de ton appel d'offres en tant qu'agence, que n'a pas ton voisin. Moi, je me positionne généralement qu'une seule fois. Donc, j'ai un partenaire, une agence qui monte avec la proposition Muto. Effectivement, il y a de plus en plus d'enjeux et de pondérations sur la note RSE qui sont demandés par les marques au moment des appels d'offres. Et donc, tu as un avantage comparatif certain. Et avec un billet Muto qui va te coûter 4 000 balles, tu peux gagner un projet à 400 000 balles parce que tu as proposé ce truc-là que ton voisin n'aura pas. Et donc, de fait, comme il n'y a pas 150 000 solutions aujourd'hui pour les déchets d'événements en fin de vie, c'est quand même commercialement effectivement quelque chose d'intéressant. Donc on essaie aussi de pousser nos clients à leur dire on vous accompagne sur les appels d'offres, demandez-nous des infos, on peut même pitcher avec vous face aux équipes achats en fait, des annonceurs et on va pouvoir répondre en direct, montrer tous les avantages, tous les gains et après on fait défiler aussi des photos de projets de réemploi, d'associations, etc. qui récupèrent de la matière. Et mine de rien, c'était la goutte d'eau au début. Là on en est à plus de 300 tonnes récupérées et transformées. Donc dans quelques années on peut imaginer qu'on sera plus seulement une goutte d'eau et que on aura vraiment fait changer les choses. On espère. Après, l'objectif, ce serait aussi de remonter un petit peu la chaîne et de faire en sorte qu'on coupe le robinet, qu'on génère moins de déchets au départ. Ça, c'est l'étape d'après. On est parti un peu par la fin, mais c'était volontaire. Faut avancer, quoi qu'il arrive. Il faut avancer d'une façon ou d'une autre. Il faut aller vers de l'avant. Et ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a donc la volonté de l'annonceur, l'accompagnement potentiellement d'une agence, votre présence à vous, votre intervention, mais il y a aussi... C'est une démarche qui doit être globale. Vous allez accompagner aussi les prestataires qui sont impliqués. Par exemple, dans la récupération des excédents alimentaires, il y a tout un travail que vous faites avec les traiteurs, en fait, par rapport à justement cette question de sécurité sanitaire. Ouais. Il y a entre autres la sécurité effectivement sanitaire qui est un gros enjeu pour nous. Bon, évidemment, on est soumis à un certain nombre de normes, c'est-à-dire qu'on ne récupère que des produits déjà dont la chaîne du froid n'a pas été rompue. Il y a un certain nombre de produits qu'on ne peut pas récupérer du tout. Poisson cru, viande crue, produits à base de crème crue, ça on ne peut pas récupérer, ça c'est exclu. Okay. Mais ça, en général, les traiteurs, c'est quand même leur métier de produire de la nourriture, de la transporter et de la servir. Donc finalement, ils sont assez formés à ces techniques-là. Évidemment, nous, on propose un certain nombre de formations à chaque fois. Dès qu'on signe un nouveau traiteur, un nouveau client, on va chez eux, on va rencontrer les équipes commerciales pour aussi leur expliquer toutes ces normes sanitaires auxquelles elles sont moins habituées, mais qu'elles doivent connaître pour vendre la prestation en fait, au client qui, lui, se pose la question de savoir si demain, quelqu'un tombe malade parce que, à la suite d'un don qui a été fait sur mon événement, où commence ma responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc, notre promesse, c'est aussi de sécuriser autant que faire se peut, toute cette question sanitaire à tous les niveaux, que ce soit question au niveau du commercial du traiteur et au niveau du maître d'hôtel, puisque les opérateurs en fait, qui vont pratiquer le don, en fait, conditionner les produits, etc., ça va être sur un événement, entre 3 et 4 heures du matin, des maîtres d'hôtel, etc. Donc voilà, il faut quand même les accompagner là-dedans pour que le don soit fait dans les meilleures conditions sanitaires. D'accord, donc vous leur donnez un peu des bonnes pratiques sur comment préparer, comment anticiper, peut-être au niveau aussi... de ce que je vais mettre sur les buffets, de la manière dont on va gérer le cocktail. Il y a un impact. Ça, de plus en plus, je pense que les clients sont sensibilisés à ça, au fait que le banquet pantagruélique des années 2000, je pense qu'il est un peu passé de mode, quoique il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, les maîtres d'hôtel rechargent les buffets peut-être plus progressivement, de façon à ce que ce qui ne sera pas consommé puisse être conservé en chambre froide et donc donné derrière, quoi. Et donc, sur la partie déco, donc vous travaillez avec des prestataires de déco. Vous les accompagnez aussi aux bonnes pratiques. Est-ce que vous les formez ? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ces nouvelles méthodes ? Alors, il y a beaucoup de prestataires techniques qui mettent déjà en place des choses pour gâcher un peu moins. Okay. Mais c'est surtout, le levier, il est surtout économique. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je vais essayer de faire du châssis standard parce que le 3,30 m, je sais qu'il peut ressortir tous les jours. Donc, je le fais en standard plutôt que de le faire en 3,50 ou 3,40. Je le fais en standard, comme ça, à chaque fois, je le restocke. Et je considère que mon équation économique est bonne à la fin de l'année. Donc,
c'est pas forcément le levier principal, c'est pas forcément la volonté écologique de faire mieux, c'est aussi de se dire qu'en fait, le bois coûte de plus en plus cher. Oui. Le bois, entre autres, hein. Le coton-gratte, la moquette, tout coûte de plus en plus cher. Bien sûr. Donc, de fait, on se dit, OK, comment est-ce que je peux créer des économies d'échelle et faire les choses intelligemment. Maintenant, la réalité des faits, c'est que tu as quand même des marques qui te disent tu vas faire ça comme ça, et ça doit être curve, ça doit être arrondi, tu vas devoir mettre du CP stretch, que tu vas devoir clouer avec des pneus, des clauses pneumatiques, etc. Et là, pour le coup, derrière, le réemploi, il est complexe. Donc nous, malheureusement, on arrive quand même un petit peu après la bataille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'après la bataille, on explique à nos clients comment faire mieux la prochaine fois. Et ça passe notamment par une réflexion sur l'éco-conception. Et l'éco-conception, c'est plein de choses. C'est notamment une réflexion sur la sobriété. Est-ce qu'on est obligé de moquetter tout le hall d'expo? Est-ce qu'on peut faire juste de la moquette d'allée? Est-ce que même on n'est pas obligé de faire de la moquette? Peut-être qu'en fait, avec du zoning, de la lumière, avec du voilage qu'on loue, tu vois, il y a plein de choses à faire, en fait, déjà intelligemment pour occuper l'espace et faire en sorte de faire du beau sans avoir forcément besoin de beaucoup de matières premières. C'est la première chose. Après, la réflexion, c'est ce que tu as besoin de construire, est-ce que tu peux le faire avec du modulaire, donc des choses qui vont pouvoir se monter, se démonter, se stocker X fois. Ça fonctionne très bien, on fait de très belles choses aujourd'hui à ce niveau-là. D'ailleurs, j'étais très impressionné, j'étais chez donc ton ami chez The Good Boost Company hier, et qui a une offre de stand. Et c'est très intéressant ce qu'il propose. Il propose le stand traditionnel, donc le trad classique, tout est sur mesure, c'est que de la fabrication, tout part à la benne derrière, le classique. Il propose le 100% modulaire où tu génères zéro déchet. Et il propose aussi un hybride. Parce que je pense qu'il faut y aller petit à petit sur ces choses-là. Voilà. Et donc nous, notre rôle à la fin, c'est de dire, vous voyez, là pour le coup, vous y êtes allé comme des bourrins avec des clous, des énormes agrafes de 8 et de la colle. Si vous aviez vissé intelligemment aux bons endroits, etc., nous, derrière, on aurait eu beaucoup moins de casse au démontage et on aurait pu récupérer les éléments tels quels sans même avoir besoin de les débiter ou quoi que ce soit. Et donc, on aurait généré moins de déchets et nous, on aurait eu un taux de réemploi beaucoup plus important. Et par ailleurs, juste, c'est un travail de logique. Il faut te mettre à la place de celui qui récupère à la fin, ce qui n'est pas aujourd'hui forcément le... Donc nous, donc on essaie de le faire, sauf que c'est compliqué parce que toi, tu connais bien ça, tu as produit des événements. Généralement, quand ton budget se valide et qu'au moment où tu dois sortir ton truc, il te reste 3 semaines. Et c'est pas forcément le moment de dire à ton créa, attends 2 secondes, la Céno, on va la refaire, mais juste, il faut que tu réfléchisses. Là, ton panneau en OSB, alors les facteurs d'émission, ils sont dégueulasses, donc il va falloir qu'on aille sourcer du bois de réemploi, je sais pas qui, etc., qu'on aille trouver du coup la matière première, réussir à l'acheminer, la stocker en attendant que toi, tu retravailles en design inversé, parce que du coup, c'est la logique de fonctionner en design inversé. J'ai de la matière première, un gisement disponible, et je vais faire en fonction de ça. C'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, est un petit peu utopique dans le monde dans lequel on vit, événementiel, où tout est très rapide, se valide en last minute, on a besoin de produire vite. Et ça, on le sait, on le comprend. Je pense que ça va se ralentir peut-être petit à petit, et on va réfléchir un petit peu de plus en plus en amont, mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour venir chez un annonceur ou même une agence et lui dire « je suis désolé, on va tout faire en éco-conception, donc on reprend tout à zéro ». Enfin, tu vois, il y a une question de timing. Oui, je pense qu'il y a la conception du projet, et je pense qu'il y a l'accompagnement par des scénographes qui ont cette vision de comment être plus éco-responsable, comment produire, et qui vont aussi, eux, accompagner les boîtes de déco dans le choix des matériaux. Enfin, c'est une chaîne qui est assez complexe et assez longue. C'est aussi le problème, c'est que la responsabilité, elle est partagée et elle est diluée entre les différents maillons de la chaîne. Et donc, parce que je parlais des scénographes, les scénographes, il y en a plein qui ont envie de faire les choses bien. Sûr. Et donc même certains commencent à dessiner leur projet en se disant ok, j'ai la contrainte de attends, je vais peut-être faire en sorte que, parce qu'ils savent très bien que le truc qu'ils vont dessiner qui va avoir une forme complètement déconnante, voilà, tu crées un élément qui ressemble à, je sais pas, une coque d'avion, tu vois, genre tu sais que ce truc là tu vas probablement pas pouvoir te le trouver en réemploi donc les gars commencent à réfléchir comme il faut, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément le budget pour, ils n'ont pas forcément la connaissance non plus de la matière première, parce que c'est con, mais être spécialiste en matière c'est un sujet, tu vois, pour faire un sourcing pertinent de matériaux qui sont pour le coup faiblement polluants déjà à la conception, parce que c'est le premier sujet. Oui. Donc c'est tout un tas de sujets qui sont malheureusement, les connaissances sont partagées entre tout un tas d'acteurs, et la contrainte pour le coup, elle reste toujours la même, le temps, le coût. Et c'est vrai qu'en événementiel, c'est quand même ces deux valeurs importantes trucs-là qui nous tiennent, quoi. Donc, donc pour l'instant, on est un peu à contre-courant quand on est dans nos réflexions d'éco-conception, etc. Mais on le fait petit à petit et on se rend compte que, mine de rien, ça prend, parce que quand tu vois les résultats, tu vois, tu te dis, ah ouais, je peux faire aussi bien, je peux faire aussi beau, et par ailleurs, je peux aider plein de gens derrière sur toute la partie résiduelle que j'ai pas réussi à faire en réemploi. Voilà. C'est top, en fait, on avance, mais c'est encore un petit peu poussif, c'est le début, c'est normal. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ouais, non, mais oui, mais tu fais bien. De porter le message. Vincent, tout à l'heure, tu nous parlais du choix de vos bénéficiaires. Oui. Effectivement, tu nous expliquais comment vous validez qui est bénéficiaire ou pas. Comment ça se passe sur la partie
excédent alimentaire. Du coup, vos bénéficiaires, c'est qui et comment vous les sélectionnez? Ouais, alors nous, tous les produits sont livrés en direct à des associations d'aide alimentaire. Je pense qu'on a moins de difficultés que vous, enfin que Muto, à trouver des bénéficiaires parce qu'en fait, il suffit d'ouvrir les journaux pour savoir que des gens qui ont faim, il y en a partout, que les associations galèrent en termes de financement et que ce qu'on constate, c'est que toutes les assos sont hyper preneuses de nos produits. La difficulté, c'est justement, je pense, de pas vouloir travailler avec trop d'acteurs. Donc, on a un maillage associatif assez dense parce qu'on a des coûts logistiques quand même à essayer de restreindre au maximum. Et à la fois, on veut aussi créer de la régularité pour que les assos puissent réellement compter sur nous plusieurs fois par semaine pour nourrir leurs bénéficiaires. Et que ça ne soit pas une fois par an. Donc ça, c'est le gros sujet. Le type d'association auquel on vient en aide le plus souvent, c'est des centres d'hébergement d'urgence. Parce que ils sont ouverts 24 heures sur 24 et qui peuvent recevoir de la nourriture à 4 heures du matin, et qui sont évidemment équipés de chambres froides et dont les bénévoles sont formés à la distribution alimentaire de façon à, encore une fois, préserver le risque sanitaire, quoi. Ouais. D'accord. Donc c'est comme ça qu'en fait vous arrivez à gérer le fait de travailler sur des horaires décalés. Ouais, exactement. Et les associations elles-mêmes n'auraient pas la capacité humaine et technique d'aller prendre leur camion frigorifique pour aller chercher les excédents et faire le tour des popotes à 4 heures du matin. C'est pour ça que nous, on est cette brique qui manquait pour faire don. Est-ce que moi, en tant qu'organisatrice, je peux choisir à quelle association je vais donner ou c'est vous qui avez la main là-dessus en fonction de la logistique, en fonction des contraintes, puisque vous connaissez vos bénéficiaires? Oui, pour le coup, on a décidé de le garder pour nous parce que tout ça est basé sur des critères très objectifs. D'abord, c'est un algorithme de matching qui va dire OK, tel don va être alloué à telle association, en se basant sur des critères, évidemment, est-ce que l'asso est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée, et surtout des critères de distance, et également des critères de je récupère 300 repas, est-ce que je vais les envoyer vers une asso qui compte 50 bénéficiaires? Nous, ce qu'on veut, c'est garantir qu'effectivement, ce qui sera collecté sera consommé dans les 24 heures qu'on impose comme DLC par les bénéficiaires de l'association. Donc ces critères-là nous permettent de choisir l'association. Et on considère pour le coup que des gens qui ont faim, ça reste des gens qui ont faim. Que ce soit la Croix-Rouge, l'Armée du Salut ou les Restos du Cœur, bon, à la limite, c'est plus trop le sujet, quoi. Donc pas de choix, pas de possibilité de choisir pour le client. Très bien. De ce que tu nous dis, on comprend un petit peu par rapport à l'introduction et à l'idée, le côté écologie et technologie. Comment ça se passe, justement, cette plateforme technologique, puisque tu nous en parles un petit peu? Qu'est-ce que vous avez développé pour que ça soit une aide et un accompagnement dans la solution que vous proposez? D'abord, il y a une partie très pratique qui est comment je fais ma demande de collecte. Donc ça, c'est très simple. Le traiteur se connecte sur son espace Saver. Il dit « j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à tel endroit. Voilà le nom du contact sur place. » Donc ça prend 3 minutes. Mais finalement, c'est quand même un gain de temps important. Ensuite, il y a ces fameux algos de matching qui va allouer le bon don à la bonne asso en fonction des critères dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et je pense que la techno, elle est aussi intéressante sur la partie reporting. En fait, la techno nous permet de capter un maximum de data à différents moments de la chaîne pour faire des reportings qui, encore une fois, permettent de valoriser l'action du client. D'accord. Et également nous permettent d'assurer une traçabilité du don qui serait plus compliqué à assurer si jamais c'était fait sur papier-crayon, comme c'était fait jusqu'à peu. Donc la techno nous permet sur ces 3 aspects en fait, de faciliter et sécuriser le don alimentaire. Très bien. Et donc, chez Muto, la plateforme s'appelle Mutools. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plateforme? Alors déjà, elle a un accès restreint, comme j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, c'est seulement pour nos bénéficiaires, pour ceux qui ont besoin de matières premières, gratuites en l'occurrence. Et donc après, c'est une plateforme, c'est une marketplace, donc c'est vraiment le bon coin. Donc tu vois tes fiches articles qui ont été renseignées par mes responsables d'entrepôt. La matière, elle ne devient disponible que quand elle arrive dans nos entrepôts. Et là, effectivement, je nuance un petit peu parce que tout à l'heure, je n'ai pas forcément expliqué ça, mais comme on anticipe les réservations de matériaux avant que les événements interviennent, et donc avant même que nous, on ait récupéré la matière première, on est capable, sur certains événements qui se démontent de jour, de faire venir des associations directement sur les sites d'événements au moment des démontages. Alors évidemment, tout ça ne se fait pas n'importe comment. On
faire monter les immatriculations et non des chauffeurs. C'est ce déroulé d'intervention-là, il est géré par les équipes de Muto qui sont sur place pour accueillir sur les bons quais de déchargement. Tout ça est mappé, c'est pas la foire fouille, et surtout on ne fait pas venir 25 personnes en même temps, mais quand c'est possible de le faire, on crée un flux très direct auprès d'associations qui ont des moyens logistiques, qui peuvent venir avec leurs camions, avec des chauffeurs, etc. Quand ça, c'est pas possible, nous, on remplit nos camions et on part sur des tournées, des livraisons en local, toujours le plus localement possible. Ça, c'est un critère quand on fait des demandes sur la plateforme. Si tu es à 200 km, probablement que tu ne vas pas être prioritaire, voire même bien sûr. Et quand ces deux choses-là ne sont pas possibles, la matière revient chez nous au dépôt. D'accord. Aujourd'hui, on est à Gennevilliers dans le 92, dans le 78 à Plaisir. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est les associations qui doivent venir chercher leurs matériaux une fois qu'ils les ont réservés sur la plateforme. Et quand la matière arrive effectivement au dépôt, elle est fichée, donc avec des dimensions, des photos, des critères de poids, etc. Et donc, elle devient disponible comme n'importe quel objet sur une marketplace, sur un e-commerce, voilà. Sauf qu'il n'y a pas de prix alloué, c'est juste des demandes, t'expliques ce que tu veux en faire. Et il y a une équipe derrière qui va analyser effectivement la distance, la pertinence de ton projet par rapport au truc, et puis qui va faire en sorte de répartir aussi un petit peu les flux, parce que moi, je récupère 500 panneaux, par exemple, en épicé à 3 plis. Ça coûte cher. Donc techniquement, il y a le premier gars qui va se connecter, il va me demander les 500. Tu vois, il va se dire, je les prends, je les stocke, et comme ça, je peux débiter du bois dans un atelier. Mais même des gars solidaires qui sont hyper respectueux du truc, mais ils se disent, moi, les 500, je vais pouvoir les utiliser sur les 6 mois, donc je vais les stocker, et on va pouvoir créer des casiers pour des centres d'accueil, etc. Tu vois, super. Sauf que moi, j'ai envie qu'on donne à plein de monde et qu'on répartisse un petit peu. Donc il y a aussi un... Et ça, pour le coup, on n'a pas créé d'algorithme là-dessus. C'est-à-dire qu'on le fait en fonction de l'historique qu'on a avec les différentes associations et en fonction des besoins qui nous expriment de façon plus ou moins claire. Voilà. Donc ça, la plateforme, tout l'enjeu, c'est de faire remonter des informations et des datas. Et donc maintenant, quand les gens se connectent, ils t'expliquent où ils sont, ils t'expliquent leurs projets, ils t'expliquent leurs préférences en termes de matériaux pour qu'on puisse aussi aller les voir directement, spontanément, en leur disant « j'ai 400 mètres cubes de bois qui arrivent dans 2 semaines, est-ce que ça t'intéresse ? Si oui, comment est-ce qu'on peut te livrer, etc. » Donc eux te disent leurs préférences en termes de livraison, est-ce qu'ils ont des moyens logistiques, etc. Et puis derrière, ils peuvent aussi montrer, parce qu'il y a une partie de la plateforme qui est dédiée à ça, les projets de réemploi qu'ils ont réussi à faire grâce aux matériaux que tu leur as donnés. D'accord. Ils te donnent des photos, ils documentent un peu le truc, et nous, ça nous permet de raconter ensuite les histoires derrière. On fait remonter ces histoires aux annonceurs qui ont permis ces choses-là, et c'est ça qui crée la boucle. Et je pense que c'est ce qui est intéressant pour eux aussi, c'est d'avoir une vraie traçabilité. On sait te dire le tasseau, où est-ce qu'il est parti, qui l'a transformé, en quoi il est de... D'accord. C'était ma question. Ouais, c'est parce que je sais qu'il y a cet enjeu de communication qui est hyper important. Alors, communication pour raconter des histoires. Donc, c'est ce côté où, effectivement, j'arrive, je fais mon don, et après... vous êtes capable de dire à peu près chez qui c'est parti, et puis surtout potentiellement ce que ça a donné. Est-ce que comment justement ça représente quoi ? Vous faites un rapport de ce qui a été donné ? Exactement. En fin d'opération, tu as un rapport où on te dit le tonnage récupéré, le pourcentage de réemploi, parce qu'il y a forcément de la perte sur place en fonction de la casse et de ces choses-là. Okay. Tu as du coup ton bilan carbone avec des équivalences carbone. Donc c'est un bilan carbone qui est un peu particulier parce qu'en fait, le parti pris méthodologique, c'est qu'on compare deux scénarios, le scénario Muto et le scénario de référence, où la plupart des éléments vont être jetés, en filière classique ou en filière recyclage. Et on te sort du coup un gain carbone. Donc un résultat positif. Là où un bilan carbone, c'est un bilan d'émissions négatif, mais ce sont les mêmes unités, c'est kilo équivalent carbone, que tu peux intégrer dans ton bilan carbone global. Moi, je fais un bilan carbone partiel juste sur ma brique réemploi solidaire. Et ça s'intègre dans un bilan plus global que font évidemment tous nos clients qui sont en certification ISO 20121 et autres. Voilà. D'accord, très bien. Si j'ai répondu à toutes tes questions. Si, c'est tout à fait ça. C'est ce que je voulais savoir. Et du coup, sur la partie alimentaire, comment vous accompagnez les clients sur cette question de la communication en amont, peut-être surtout sur site ? Est-ce que les clients sont prêts à communiquer sur ce qui est fait, sur ce gaspillage, et comment vous les accompagnez par la suite sur la valorisation de leurs actions ? Oui, alors évidemment ils sont prêts à communiquer parce qu'encore une fois il y a un vrai enjeu pour eux de ce point de vue-là. Sur site c'est un peu délicat parce que c'est pas forcément ça correspond pas forcément au souhait du client d'avoir des petits panonceaux sur le buffet qui expliquent que voilà, les produits seront... Si vous mangez pas. Voilà, exactement. Donc on n'est pas trop en amont, on n'est pas trop sur l'événement. D'accord. En revanche, alors si on l'est, d'ailleurs on l'est d'une certaine façon, parce qu'encore une fois on vient labelliser l'événement, et donc certains de nos clients communiquent en amont en disant by the way, l'événement est labellisé Zéro Gaspi via Saver. Okay. Donc voilà, ça peut être fait aussi un petit peu en amont. Mais le gros de la communication, il est fait, nous aussi, on a ce qu'on appelle des rapports d'impact, où on dit, voilà, tel traiteur, pour tel client, a donné tant de kilos de nourriture, ce qui équivaut à tant de repas, à telle association, l'association vient en aide à tel public,
Le gain carbone, on s'est inspiré un petit peu de Muto pour la méthodologie du gain carbone aussi. Les photos des produits, alors, donc dans les frigos, au cul du camion au moment de la collecte et dans les frigos de l'association au moment de la livraison. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'incarner au maximum en fait, l'action qui a été mise en œuvre par le client. C'est vrai que c'est un sujet important, mais la traçabilité nous sollicite vachement sur ce point-là. Quand tu vas dans une recyclerie traditionnelle ou dans un magasin, à partir du moment où il y a un prix, tu ne vas pas traquer l'identité de la personne qui t'achète un produit. À l'inverse, du coup, nous, on fait quand même s'engager nos bénéficiaires solidaires sur un certain nombre de principes. Donc, ils signent une charte réemploi solidaire quand ils accèdent à Muto. Et dans cette charte, il y a un certain nombre de principes. La première, c'est qu'ils ne doivent pas réutiliser les logotypes et les identités de marque des clients. Tu vas te retrouver avec des logos sur une cloison parce qu'il va rester un adhésif, tu vois un morceau de logo. Bon, donc eux, ils n'ont pas l'autorisation de la réutiliser. Et ils se plient bien volontiers à ce principe-là, puisqu'en l'occurrence, sinon, ils sont blacklistés chez nous et ils ont besoin de nos matières premières. Donc, la question ne s'est jamais posée. Mais voilà. Surtout, ils nous certifient qu'ils vont nous raconter les histoires, en fait, de leurs matériaux. Et donc, nous, ça nous permet de dire à notre client, on peut te dire qui a récupéré quoi, pour quel usage, et en plus, on peut te le montrer. Et c'est vrai que ça rajoute beaucoup de sens par rapport à n'importe quel usage où tu ne sais pas trop ce que les choses deviennent. Et tu ne peux pas certifier qu'écologiquement, il y a un usage qui est bon derrière, quoi. Ouais, C'est-à-dire que quand tu vas chez Leroy Merlin, tu achètes une bâche, potentiellement, c'est pour mettre un coup de peinture chez toi, puis la bâche derrière, tu la balances. Voilà, nous, le mec qui nous dit « je veux faire de la peinture chez moi », on ne lui donne pas la matière. Voilà, tu vois, donc c'est vrai que ce truc-là a beaucoup de valeur pour les clients qui, derrière, peuvent avoir une liste exhaustive des associations qui ont profité de tel ou tel matériau et vont savoir ce que les matériaux deviennent. On ne peut pas leur dire tout de suite, on ne peut pas leur assurer une temporalité, parce que quand tu donnes à un festival engagé, qui va faire son truc dans 6 mois. On avait donné de la matière à Willow Green l'année dernière, parce qu'ils font toute leur scénographie en réemploi. Pour le coup, ils ont monté une matériauthèque, etc., donc, que je salue aussi au passage. On a commencé à leur donner de la matière 6 mois avant le festival. Donc le client, on lui a dit, tu verras le résultat du truc, mais dans 6 mois. Quoi, tu vois, donc ça, pour le coup, c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas te dire ça vient au compte-gouttes en fonction des projets de nos partenaires. Et après, c'est l'équipe communication de Muto qui prend la main et qui vient te proposer spontanément des contenus qui ont déjà été rédigés, en te disant, voilà, si ça te va, on va communiquer comme ça. Est-ce que tu veux qu'on cite tel ou tel partenaire? Voilà les photos qu'on va utiliser, les crédits, etc. Donc, on essaie vraiment de prendre le truc clé en main de bout en bout. Et je pense que pour toi, ça doit être un petit peu pareil. C'est quand même très intéressant. Enfin, c'est quand même aussi ce qu'ils viennent chercher derrière. S'ils bossent avec Savor, c'est pas que parce qu'ils veulent se donner bonne conscience, c'est aussi parce qu'ils veulent parler un petit peu de leur engagement. Ils sont fiers. C'est con, mais tu vois, il y a une certaine fierté. C'est un peu le retour sur investissement financier, et de se dire voilà, on a investi parce que faut payer des prestations complémentaires et en même temps cet investissement quelque part, on sait que ça va servir à quelqu'un et on a la trace de ce qui s'est passé et que notre événement éphémère, du coup, il a eu un impact positif sur telle association, tel événement. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Donc donner de la réalité en fait. C'est comme ça qu'on arrive globalement à contourner ce fameux greenwashing dont tout le monde craint aussi en termes de communication. C'est-à-dire, là, on a une vraie action concrète et on sait ce qui s'est passé derrière. C'est quoi les freins pour vous que vous rencontrez encore aujourd'hui par rapport aux clients avec lesquels vous travaillez? Bonne question. La question pour la gratter. Alors, on y va. Réponds qui veut en premier. Non, mais je pense que je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais pour moi, c'est un frein psychologique. En fait, c'est juste qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est inconcevable de payer pour donner. D'accord. Et c'est des gens qui pour du don, c'est vrai que c'est quelque chose de pas naturel. Et j'étais le premier à penser ça. Hein. Mais quand derrière on met une réalité qui est celle d'envoyer des chauffeurs, des camions frigorifiques à 4h du matin, tout ça, ça a un coût. Et d'ailleurs, c'est un coût que les associations ne peuvent pas supporter. Donc voilà, il faut faire un petit peu évoluer les mentalités, il faut expliquer, il faut prendre le temps, il ne faut pas être dans le jugement, mais il faut prendre le temps d'expliquer que si c'est pas nous, ça sera jeté, quoi. Parce que ça ne sera pas l'association. Et voilà. Et les maîtres d'hôtel, leur boulot, c'est pas d'aller redistribuer aux personnes de la rue, en sortant de l'événement, les produits, quoi. Donc, est-ce que du coup, vous travaillez sur du prix ou du devis à l'événement, ou il est possible d'avoir des forfaits sur plusieurs événements? Parce que je comprends qu'en fait, la problématique aussi, c'est de se dire je dois m'engager à payer une récupération d'un excédent alimentaire que je ne sais même pas si ça va avoir lieu ou pas. Ouais. Donc comment on arrive justement peut-être en se disant sur 5 événements, au final, j'en aurai peut-être un où il y aura moins, il y aura plus. Peut-être qu'il y a une réflexion un peu globale à mener. Oui, alors nous, on facture à la collecte. Qu'on récupère un repas ou 5000 repas, c'est le même prix. C'est arrivé d'ailleurs fin juillet pour le concert de Mylène Farmer qui a été annulé au Stade de France.
Il y avait 2-3 repas à reprendre. On a récupéré, grâce à le nôtre, 6000 repas. Voilà. D'accord. Et donc, il a fallu se débrouiller pour les... Alors là, pour le coup, c'était pas l'algorithme, là, c'était vraiment l'équipe téléphone. Dépasser l'algorithme. Exactement. Les hommes prennent le relais. Vieille méthode. Et on a réussi, de fait, à redistribuer les repas et à ce qu'ils soient consommés dans ces 24 heures que nous, on impose comme DLC à tous nos traiteurs. Donc voilà. J'ai un peu Du coup, oui, non, l'idée, c'était de se dire, c'est une réflexion globale, de se dire, je m'engage dans ce process et je me dis que tous mes événements, globalement, à partir de 200, c'est ça la limite que tu proposais. Exactement. On s'engage et on y va. Donc on a un coût à la collecte. On collecte one shot, on est à 590 € la collecte. Et en revanche, on propose pour nos traiteurs qui veulent s'engager, et c'est quasiment l'intégralité de nos traiteurs aujourd'hui, les fameux packs de collecte, où là c'est un pack de 30 collectes, pack de 60 collectes, et là on casse les prix, c'est vraiment c'est 340 € la collecte, tu vois, pour un pack de 60. Donc ça devient beaucoup plus accessible, ça devient dérisoire à l'échelle d'un événement qui coûte souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Et donc ça devient un réflexe. Ok. Donc ça devient un réflexe, ouais. Très bien. Et nous, pour rebondir sur ta question... puisque les freins. Les freins, pour le coup, moi je les identifie très bien. En fait, il n'y en a qu'un seul pour nous. En l'occurrence, c'est le prix parce que nous, on a un coût d'intervention qui inclut effectivement la prestation de A à Z. Donc, on vient faire des repérages sur site, on fait des inventaires, ensuite on va trouver les exutoires, on fait du tri du stockage, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de coûts cachés. C'est pas que les gars qui viennent faire le démontage et le camion. Ça, tu sais ce que ça coûte. Et d'ailleurs, tous mes interlocuteurs le savent aussi, puisqu'ils font de l'événementiel. Donc, ils savent bien que c'est pas que ça, mais ils ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière pour faire matcher, effectivement, les gisements avec les bons exutoires, raconter toutes ces histoires, faire des bilans carbone, faire des inventaires qui vont bien, etc. Donc, on me dit souvent que c'est trop cher. Et je demande toujours, même si je connais la réponse, par rapport à quoi ? Trop cher par rapport à quoi ? Et c'est vrai que la vraie problématique, et l'unique problématique qu'on a aujourd'hui pour le déchet événementiel, enfin en tout cas le déchet de décor événementiel, c'est que la seule comparaison qu'on a, c'est le coût de la poubelle. Et la benne, ça coûte pas très cher. Voilà, je sais pas, une benne de 30 mètres cubes, ça va coûter 800 balles. Et 30 mètres cubes, c'est assez énorme, tu peux rebalancer tout un tas de trucs, etc., sans faire gaffe de ce que ça va devenir. La benne, elle va probablement partir en enfouissement, en incinération. Si c'est une benne bois où tout a été bien trié, on va essayer de faire du recyclage bois, mais j'en ai un petit peu parlé avant cet échange, mais ce n'est pas forcément hyper pérenne le recyclage d'éléments qui sont à usage unique. Quoi qu'il en soit, quand les pouvoirs publics auront décidé que les déchets événementiels sont trop importants et qu'il faut un petit peu qu'on légifère sur ces sujets-là, et du coup qu'on décidera d'imposer effectivement un principe pollueur-payeur, une écotaxe, une filière REP, responsabilité élargie producteur, on en parle beaucoup, ça existe sur d'autres secteurs. Les producteurs de déchets payent effectivement une écotaxe qui est collectée par des éco-organismes qui, grâce à cette manne financière, mettent en place des solutions pour les déchets en fin de vie du secteur en question. Ça existe pour les jouets, ça existe pour les déchets textiles, ça existe pour le BTP, ça n'existe pas encore pour l'événementiel. Donc, en tant qu'organisateur... C'est en cours. Alors, c'est en cours. Il y a l'écotaxe sur les tissus de décoration, sur la moquette. Les extensions de filière, mais la moquette, c'est de la destruction pour l'instant. Donc, effectivement, il y a Valdelia qui commence à reprendre de la moquette, mais l'exutoire n'est pas bon. C'est-à-dire qu'écologiquement, ce n'est pas encore ça. Et c'est une extension de filière qui ne concerne en fait au départ pas l'événementiel. Donc, on profite un petit peu de ce qu'on peut, quand on peut, où on peut. Mais la solution, ce serait d'avoir potentiellement une REP événementielle. Auquel cas, du coup, mon coût à moi serait totalement différent, puisqu'il serait considéré, sachant que moi, j'aurais une manne financière qui serait l'écotaxe. Et donc, moi, je pourrais proposer mes services gratuitement. Ou quasi gratuitement. C'est le principe, c'est ce qui se passe dans plein d'autres secteurs, Citeo, sur le papier, etc. Donc, la problématique, le frein, c'est le financier. Parce qu'aujourd'hui, faire bien les choses, c'est plus cher que de mettre à la benne. Voilà. Oui. Et c'est vrai que j'ai tendance à titiller un peu ceux qui me disent c'est trop cher. Je dis ouais, c'est trop cher, mais en fait, tu me compares mon coût avec une benne, mais la benne, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je ne suis pas du tout un prestataire de gestion de déchets. Je fais complètement autre chose, je fais du remploi solidaire. Et c'est vrai que là, c'est la problématique qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de bien faire, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont suffisamment de temps, de budget, et qui ont envie d'y aller, et qui ne se disent pas, comme tu le disais tout à l'heure, je veux donner, et donner, ça va me coûter de l'argent, je ne comprends pas la réflexion, tu vois. Et c'est vrai oui, quand on est dans des budgets contraints, c'est toujours compliqué, quand on commence à regarder avec les achats, de dire ligne à ligne... non, là ça passe pas, il faut diminuer, de se dire... Mais la vraie problématique surtout, c'est que ce coût déchet, il n'est pas considéré aujourd'hui, ou de moins en moins. Je vais voir de plus en plus, moi, les petits prestataires qui sont en fin de chaîne, donc ton menuisier, parce que du coup, tu as ton annonceur qui fait un appel d'offres, il y a l'agence qui remporte l'appel d'offres, qui fait l'appel à un prestataire technique, qui peut lui-même faire appel à tout un tas de petits prestataires, dont le menuisier. Et le menuisier, à la fin, il accepte de repartir avec les déchets dans son camion.
C'est ça qui se passe. Et chez lui, il va acheter à la benne tout ce qu'il ramène de son stand qui a été pulvérisé à la fin. Il met tout ça à la benne. Ça lui coûte 800 balles la benne et il en fait venir 3 par semaine parce qu'il a énormément de volume, etc. C'est Veolia, Suez ou Paprec qui lui finance, qui lui facture tout ça. Mais il n'ose pas forcément remonter la facture au prestataire qui est au-dessus. Le prestataire lui-même non plus n'ose pas forcément la faire remonter à l'agence. L'agence n'ose pas forcément la faire remonter ou ne peut pas forcément ou n'a même pas le... Et donc en fait, si tu veux, la problématique, elle est non seulement... elle disparaît en fait presque. Pourquoi ? Parce que le petit prestataire à la fin de la chaîne, il a gagné 40 000 balles pour construire son stand, donc il est super content. Donc il se dit, bon, les 800 balles de Ben, c'est pas grave, je leur offre. C'est bon, je considère que je vais pas les emmerder. D'autant plus que si je leur fais remonter, peut-être que je vais être un peu poil à gratter à la fin, ça va emmerder tout le monde. Peut-être que du coup, la prochaine fois, ils choisiront le menuisier d'à côté. Et donc, et ça, je l'ai vu même chez des gros prestats qui m'ont dit, moi, j'arrête de mettre la ligne gestion déchets dans mes devis parce que je me dis que sur les appels d'offres, je suis pas concurrentiel, je sais que mon voisin, il le fait plus. Donc la problématique de la gestion déchets, non seulement elle est déjà pas hyper impactante au départ, mais en plus de ça, elle disparaît. Et donc moi, je rencontre des annonceurs qui me disent, mais moi, je n'ai pas de déchets sur mes événements. Je sais pas, j'ai pas de coût associé. Mais sauf que le mec, il a pas de coût associé, donc on lui remonte pas de facture, et surtout, il est pas sur les démontages, donc il le voit pas. Donc c'est pas l'autruche, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment pas en conscience du fait que ces aménagements génèrent des déchets. Et ça, c'est une vraie problématique aussi, c'est-à-dire que la conscientisation même de ce que c'est que le déchet événementiel. Voilà. Bah, disons qu'on arrive aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale. Là, vous apportez tous les deux des solutions. Maintenant, la question du budget fait partie des gros freins, donc il faut arriver à passer cette étape. Il y a des solutions, hein, comme tu le précisais, de dire en termes de gouvernemental, législatif, il y a peut-être des choses à faire évoluer aussi, mais le but, c'est d'arriver à ce que les entreprises, les organisateurs se posent les questions de se dire, bah voilà, si je suis prêt à rajouter du budget pour avoir une scénographie ultra performante et que je suis prête à te mettre 10 000 € de plus parce que je veux un truc courbe, parce que machin, bah, il faut peut-être aussi accepter que derrière, il y a d'autres prestations qui sont moins visuelles et moins dans le rendu par rapport aux participants, mais qui derrière ont du sens. Et vont avoir un impact. Et tu pourrais fonctionner à l'inverse, tu peux taxer ceux qui construisent mal et qui génèrent plein de déchets, mais tu pourrais aussi mettre en place un système d'éco-bonus où tu vois, tu aides, tu subventionnes des événements qui sont bien conçus, qui ne génèrent pas de déchets, parce qu'en fait, c'est juste, tu mets juste l'argent à un autre endroit, mais le résultat est le même. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant de féliciter plutôt que de punir, entre guillemets. Bien sûr. Donc il y a des choses à faire, mais simplement, il faut se poser la question, il faut porter le sujet. Il y a plein d'acteurs qui essaient de le faire, mais c'est vrai que ça arrange aussi un petit peu tout le monde aujourd'hui qu'on génère du déchet, parce qu'évidemment, le concepteur de matières premières à qui on achète du bois toute la journée, il est content. Celui qui... C'est bête, mais quand tu fais du décor, tu es content qu'on vende du décor. Enfin, tu es content de vendre du décor, donc tu n'as pas envie de faire du modulaire et de tout le temps stocker parce que tu vas faire moins de chiffres, parce qu'à chaque fois, tu remarges, évidemment, sur les prestations. Les prestataires de déchets, t'imagines, les industriels du déchet, ils se goinfrent. Donc finalement, et puis même tout le monde pousse le recyclage. Ouais, et puis tu vois même les intermittents du spectacle, tous les décorateurs qui bossent tous les soirs parce qu'on leur demande de tendre du coton gratté, d'agrafer ça sur des châssis, etc. Bah, eux, si tu leur dis on fait plus que du modulaire, c'est terminé le coton gratte, bah ils disent rien, c'est boulot. C'est con, mais c'est toute une chaîne d'acteurs qui sont plutôt en fait favorables à ce que les choses continuent telles quelles, qui ont juste leur conscience, qui commencent à leur dire attention. Et puis les annonceurs au début qui disent bah maintenant nous les gars on va faire du RSE, mais dans les faits c'est encore très contraint quoi. Ça arrange personne, quoi, cette histoire. Et d'ailleurs, nous, on emmerde un peu le monde, enfin, avec nos histoires, au départ, c'est vrai, il faut dire les choses, quoi. Ah, bah, oui, ça oblige à aller de l'avant et à changer ses méthodes, donc forcément, c'est un peu douloureux, parfois, mais c'est important, c'est nécessaire. Comment vous voyez évoluer vos structures et vos services aller dans les 2 ans à venir, Louis? Assez positivement. C'est quoi l'objectif? Déjà, je suis plein d'espoir pour la filière. L'objectif, nous, concrètement, c'est d'essayer de... Donc aujourd'hui, on opère principalement avec des traiteurs. Ce qu'on veut faire, c'est remonter la chaîne de valeur au maximum, et notamment au niveau des agences, pour pouvoir dire à des grandes agences, voilà, sur l'intégralité de vos événements, avec les 50, 90 traiteurs qui sont référencés chez vous, remonter l'information et leur dire, voilà, sur tous vos événements, sur toute une année, vous avez permis de donner 30 000 repas, vous avez permis d'avoir un gain carbone de tant de kilos de CO2, etc. Donc c'est remonter l'information pour que, en fait, on n'interagisse plus qu'avec les traiteurs que de façon opérationnelle et qu'en fait la commercialisation vraiment de l'offre saver, de la collecte, elle se fasse par l'agence. Ouais, c'est ça. Et évidemment, continuer à se développer. Donc j'ai dit, on a ouvert la Belgique et la Suisse là en septembre. Et donc voilà, continuer à se développer dans ces pays-là. D'accord, ok. Donc remonter la prise de décision pour que ça soit en fait généralisé. Exactement, et que ça devienne un standard en fait, que les agences disent, ok, à partir de 200 couverts, tac,
On rajoute sur le devis forcément la prestation anti-gaspi. Libre au client de rayer la ligne. Est-ce qu'on explique souvent Non, plus libre. Non, mais on dit souvent, c'est comme le don d'organes. C'est-à-dire que par défaut, Bien sûr. on considère que les gens sont d'accord, et s'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils rayent la ligne. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement de rayer la ligne et dire je ne suis pas d'accord. Donc, C'est prendre sa responsabilité de ne Exactement. pas être responsable. Exactement. Donc, Et d'ailleurs, pour faire le parallèle, nous, c'est vrai qu'on aimerait aussi, et certains prestataires essaient de rajouter une ligne muto dans leur devis, ouais. spontanément, mais c'est encore un peu difficile parce que, voilà, mais au moins, ça te fait prendre conscience que cette problématique existe Et qu'elle a un coût. et si c'est toi qui barres la case, Exactement. tu prends tes Tu auras ta conscience pour toi. responsabilités et tu as ta conscience pour toi. Ouais. Très bien. Donc c'est un objectif aussi, et nous, sinon, on espère que déjà, on a les JO, donc bon, là, on va avoir du boulot, quoi, forcément. Après, on espère ouvrir des antennes en région, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de boulot en région lyonnaise, en région lilloise, dans le Grand Ouest, dans le sud évidemment, en France, il y a une grosse saisonnalité à Cannes, Nice, Marseille, tout ça, pendant une certaine période. Donc voilà, on a du boulot pour mailler le territoire et faire en sorte d'avoir des stockages tampons à différents endroits pour pouvoir encore optimiser les flux logistiques et faire en sorte de bosser sur des événements toujours plus grands, parce que le but vraiment, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir un impact à hauteur de la problématique que représentent les déchets événementiels, qui est colossale, 380 000 événements par an. Voilà, il faut qu'on fasse plus que les 300 tonnes qu'on a collectées aujourd'hui depuis 1 an et demi qu'on existe. Donc l'idée, c'est vraiment de monter à l'échelle et faire des opérations toujours plus efficaces, d'aider toujours plus de monde. Et puis, à terme, et ça, c'est peut-être un peu plus loin comme horizon, mais de remonter la chaîne de l'événement. J'utilise les mêmes termes que toi, mais c'est un petit peu l'idée de se dire qu'on va parler effectivement en amont à ceux qui font et leur dire comment on produit moins de déchets ensemble. Donc peut-être aller vers de l'éco-conception, on ne sait pas encore exactement comment, peut-être fabriquer nous-mêmes aussi des choses par rapport à tous les gisements qu'on récupère, qu'on pourrait du coup faire en modulaire pour stocker, etc. Machin. Donc c'est une logique qu'on aimerait mettre en place. C'est pas si évident. Et puis il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà des choses. Donc on n'a pas envie de leur marcher sur les pieds non plus, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des partenaires. Ceux qui font les choses bien, on a tendance à les alimenter et on a tendance à les pousser. Moi je parle beaucoup, typiquement Saver est un partenaire dont on parle à nos clients. On leur explique que nous, on ne fait pas du tout, par exemple, cette brique-là n'est pas du tout dans notre métier, dans notre savoir-faire. Donc si vous avez effectivement des déchets alimentaires, ça va être avec Saver que ça doit se jouer, et allez-y à fond, etc. Ils bossent bien. Donc voilà, il faut qu'on fasse les choses en bonne intelligence, mais à un moment donné, ce serait bien, j'utilise tout le temps la même expression, ceux qui me connaissent vont se marrer, mais couper le robinet de la baignoire qui fuit plutôt que de mettre une petite rustine à la fin, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on arrive en fin de chaîne. C'est pas ce qu'il y a de plus logique techniquement, c'est juste que c'est ce qu'il y a de plus concret, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui tout de suite, les gens voient l'intérêt qu'il y a directement, et petit à petit, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on peut remonter et expliquer qu'en fait, au départ, ça aurait été intelligent peut-être de produire moins de déco. C'est montrer que c'est là qu'il faut... Voilà. C'est pas logique effectivement en termes de temporalité, mais pour nous, ça l'est, parce qu'il y a un moment, il y a un go-to-market, il y a aussi un concept de business, et c'est con, mais si on n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent maintenant, en fait, on n'arrivera jamais à l'endroit où on veut être demain. Donc ça reste aussi un sujet économique qu'on traite. Et on est quand même un petit peu à contre-courant, quoi. Voilà. C'est pas évident. Très bien. Vous êtes, parce qu'on arrive un peu à la fin de notre discussion, j'aime bien poser des questions un peu plus personnelles. Vous êtes 2 fondateurs de start-up. On sait que développer comme ça des solutions innovantes et vous essayez de changer un peu notre métier. C'est quoi un souvenir marquant que vous avez eu, une réussite, quelque chose où vous vous êtes dit... Voilà, là, je suis fière de ce que j'ai réussi jusqu'alors à accomplir. Bien sûr, vous n'êtes pas au bout, il y a encore plein de défis. Mais c'est quoi un souvenir marquant que vous auriez à nous partager ? Qui commence ? Vas-y, moi, j'ai pas le... Moi, je pense que c'est un coup de fil. C'est un coup de fil de Sébastien Lebescon, que tu as reçu, je crois, il y a quelques semaines ici. Directeur général de Fleur de Mai. Voilà, exactement. On est en avril 2022. On sort à peine du Covid, mais nous, on a un associé qui quitte le navire, on n'a plus d'argent dans les caisses et on se pose sérieusement la question d'arrêter. Et donc, j'en parle un peu ici et là, l'info fuite, Sébastien m'appelle et me dit « Écoutez, Louis, on a besoin de vous, la filière a besoin de vous, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, franchement, on a besoin de vous. » Et il me dit même « Vous pourriez multiplier vos prix par 10, vous ne perdriez pas un client. » Et donc, déclic, on se décomplexe, on comprend, on le savait, mais ça fait quand même du bien dans ces moments-là de l'entendre d'une personne extérieure, et a fortiori de Sébastien. On comprend que, voilà, en fait, on joue petit et qu'il y a énormément à faire, que les gens ont besoin de nous, que la filière a besoin de nous, et qu'on peut, voilà, on peut facturer des prix un petit peu plus importants. On n'a pas multiplié les prix par 10, mais on a assumé le fait d'être un petit peu plus cher. Aujourd'hui, la boîte est rentable.
Elle embauche 3 personnes en CDI. Donc voilà, mais ça a été une bascule pour nous psychologique et un petit peu économique à la fin, tu vois. Donc c'est ça qui, je pense, qui reste en mémoire. Ouais. Très bien. Les hauts et les bas d'une start-up. Exactement, ouais. Et le soutien dont on a besoin. Ouais. Donc c'est la belle histoire, hein, c'est ça le... Oui, le souvenir marquant. Moi, ça fait qu'1 an et demi que je développe ce projet-là, donc en 1 an et demi, tu t'en prends tellement dans la gueule que j'ai du mal à voir forcément le point qu'a fait la bascule. J'ai pas forcément de bascule parce que j'ai l'impression qu'on est en permanence en train de se réinventer, de modifier le projet, les process, etc. Et d'ailleurs, comme je suis un éternel insatisfait, j'ai du mal à faire un arrêt sur image, à faire un pas de côté et me dire « Ok, c'est bien, on a déjà accompli quelque chose ». Et souvent, mes équipes me disent juste rends-toi compte de ce qu'on a réussi à faire en 1 an et demi. Et c'est le jour d'ailleurs où elles m'ont dit ça que moi j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit c'est vrai qu'en fait aujourd'hui on est 10 et on en est à 300 récupérés et on aide plein de gens tous les jours. On a 700 associations dans notre réseau qui nous envoient de la force tous les jours. Et c'est vrai que le jour ils m'ont dit toi tu restes insatisfait si tu veux, mais nous on est hyper contents. Et je me suis aperçu surtout qu'on avait créé une belle aventure humaine. Je sais pas pour toi, mais moi la plus grande fierté c'est l'équipe parce que le projet il me frustre, ça va jamais assez vite. On n'a jamais assez de clients, on n'a jamais assez de bénéficiaires, on n'a jamais assez de partenaires. Je voudrais que ça aille beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Donc j'ai l'impression d'être souvent assez frustré. Mais par contre, l'humain, ça c'est une vraie fierté. Tu crées une équipe, tout le monde est content, les gens sont heureux de bosser ensemble, une super atmosphère, on est content de venir au bureau le matin, on fait un truc qui fait avancer un petit peu dans le bon sens aussi l'écosystème événementiel. Donc, bien sûr. Et ce jour-là, c'est vrai que quand moi j'ai dit aux équipes que je pouvais être frustré parce que je trouvais qu'on n'aidait pas encore assez de monde, que c'était encore un peu lent, etc. Tout le monde m'a dit, mais Vince, c'est génial ce qu'on a fait et c'est toi qui a créé ça. Donc, pour moi, c'est le truc qui m'a fait réagir un petit peu. Tu vois, voilà. Je suis toujours aussi insatisfait, mais j'ai ce bon souvenir quand même que je garde en tête. Et j'ai une belle photo de l'équipe au bureau derrière moi et je suis content de ce truc-là. Tu vois, mais c'est important de voir... moi, je suis sur le marché de l'événementiel depuis un peu plus longtemps que vous, mais de voir aujourd'hui que cette question de l'événement responsable... elle est prise en main par tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire les annonceurs, les agences, les équipes, les prestataires, et que derrière, on a aussi des solutions innovantes, des startups, des équipes qui sont là pour apporter des solutions, parce que au-delà de ce qu'on a envie de faire, il faut que la solution arrive. On a des métiers contraignants, donc si on peut avoir quelqu'un qui vient et qui prend cette place, et c'est ce que vous faites tous les deux. Donc bravo pour ça. Merci pour tout ce que vous permettez de faire. Merci d'être venu aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir accueilli et de vous offrir un peu de visibilité et de permettre à tous ceux qui nous écoutent de comprendre à quel niveau vous allez intervenir et puis quel est l'impact positif que vous allez apporter. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Agathe. À vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez envie aujourd'hui de passer le pas. Dites-vous bien qu'un événement éco-responsable, ça s'éco-conçoit. Donc, il faut parfois aussi repenser sa manière de faire son événement. Il faut refuser parfois certaines choses, faire les bons choix, réutiliser, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donner une seconde vie. Et puis, vraiment, ce qui reste, ça sera recyclé. Mais c'est vraiment la dernière possibilité. Donc, regardez votre événement de manière globale et essayez d'avoir une approche qui est beaucoup plus constructive par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées, plein d'envies. N'hésitez pas à contacter Vincent et Louis pour vos projets. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Live Story.